Si vous avez vu Bronson, le film de 2008 sur le fameux prisonnier britannique, pas d'inquiétude. Ce film cinématographique d'action ne parle pas beaucoup de l'homme, alors qu'il y a tellement de choses à dire sur lui aujourd'hui. Vous pourriez penser que c'est une coïncidence qu'un homme avec une telle réputation porte le même nom qu'un ancien dur à cuire d'Hollywood. Mais ce n'était pas son nom de naissance. Ce nom lui a été donné quand il faisait de la boxe à main nue. Il est en réalité né Michael Gordon Peterson. Oui, ça ne sonne pas aussi effrayant. Il y a beaucoup de controverses sur cet homme, de la durée de sa peine de prison ou si sa détention est à l'origine de son comportement, souvent dément. Nous aborderons cela et plus encore dans cet épisode de The Infographic Show. Le prisonnier britannique le plus célèbre, Charles Bronson, naquit sous le nom de Michael. Il vint au monde le 6 décembre 1952. Il vécut ses premières années au pays de Galles avant de déménager à Luton, proche de Londres, la capitale. Il ne semble pas qu'il vienne d'un milieu modeste, étant donné que son père dirigeait un club conservateur et avait une tante et un oncle maire. Sa tante affirma en effet qu'il était un charmant jeune homme lorsqu'il était garçon. Il était clairement intelligent et aimable avec les enfants. Il était doux, calme, jamais intimidant. Il aurait défendu les faibles. Il aurait peut-être défendu les faibles, mais son penchant pour la violence et le crime semble avoir commencé tôt. C'est après son déménagement dans le Nord à 13 ans que ses problèmes commencèrent. Accusé de vol en tant que mineur, on dit qu'il faisait déjà partie d'un gang à cet âge. Il n'aimait pas beaucoup l'école et la quitta tôt pour commencer à travailler. Il obtint son premier emploi en revenant à Luton. C'était un petit contrat de 2 semaines au supermarché Tesco. Il semblerait qu'il ait été renvoyé pour agression envers son manager. Il semble que le crime était devenu une habitude pour le jeune Michael. Il fut jugé pour dommages criminels et condamné à une amende et une probation. Il occupa beaucoup d'emplois, principalement des emplois manuels ou en usine. Et selon nos sources, tout ce qu'il aimait était de passer une bonne soirée en ville, à boire des litres de bière et se saouler en se bagarrant avec les habitants, chose aisée dans certaines régions du Royaume-Uni. Il avait sans doute de nombreux ennemis dans les rues périlleuses de Luton. On sait qu'il a travaillé dans les cirques avec un numéro de musculation, donc il devait être coriace en combat. Il eut de nouveau des ennuis après avoir heurté une voiture avec un camion volé, mais n'écopa que d'une simple amende car il n'y eut pas de blessés graves. C'était encore un adolescent, mais il eut encore de nouveaux problèmes. Il avait 19 ans lorsqu'il participa à un casse à la voiture bélier, une méthode consistant à percuter la vitrine d'un magasin avec une voiture pour voler des objets. Il s'en sortit encore avec seulement une amende et une peine avec sursis. À 20 ans, l'opportunité de prendre le droit chemin en se mariant à une fille s'offrit à lui. Cependant, elle semblait davantage apprécier son allure de dur à cuire, ses costumes sur mesure et son accent cockney. Ils eurent un enfant, Michael Jonathan Peterson. Selon la presse britannique, le fils est très discret et n'a jamais parlé publiquement de son célèbre père. Donc nous ne pouvons pas vous dire grand-chose sur lui. À 22 ans, Michael fut arrêté pour vol à main armée et le juge se montra particulièrement sévère. Il passa 7 ans en prison, un lieu qu'il n'appréciait pas visiblement. Durant sa première incarcération à Liverpool, il agressa 2 détenus sans avoir été provoqué. Cela lui valut du temps en isolement, quelque chose qu'il revivra beaucoup plus tard. Il fut déplacé à la prison de Hull, rencontrant à nouveau des soucis avec gardiens et détenus. Des sédatifs lui furent administrés, qui le rendirent apparemment très malade. Il fut aussi davantage isolé, étant considéré comme un prisonnier difficile. Une fois sorti de l'isolement, il attaqua un prisonnier avec une cruche en verre et il fut reconnu coupable de blessures criminelles. Il fut encore déplacé, cette fois à la dure prison d'Armley à Leeds, un endroit sinistre comme vous ne pourriez l'imaginer. Il était donc là, purgeant sa peine, dans un lieu semblable à un château médiéval. Même en 2018, on dit que c'est l'endroit qui a le taux le plus élevé suicide. Et dans la presse actuelle, on dit que cet endroit est toujours très dangereux pour les prisonniers comme pour le personnel. Dans les années 70, ce n'était pas des vacances. Il semble qu'Armley avait du mal à rester dans une prison, se déplaçant fréquemment entre différentes prisons, parfois enchaîné au sol des fourgonnettes de transport. On pense que s'il n'était pas en isolement, il attaquerait détenus et gardiens. On dit aussi qu'il subit de multiples sévères bastonnades par les gardiens après une attaque. Vous avez peut-être vu cela dans le film qui montre ces gardiens devant le maîtriser en nombre. Lors d'une période d'isolement, alors qu'il récupérait d'une bastonnade, il divorça. On imagine que cela a dû être un moment difficile. Mais on dit que ce qui le maintenait en vie était sa routine d'entraînement solitaire, le gardant en bonne santé et redoutable. Son livre Solitary Fitness, écrit après de longues années en prison, a été vendu à des millions d'exemplaires. Malgré l'étrangeté du livre parfois évoqué, il reçut des critiques très positives. Les bénéfices du livre, selon les médias, vont à des œuvres de bienfaisance pour enfants. La presse britannique rapporte que sa force était incroyable. Il pouvait plier les barreaux de sa cellule à main nue, détenant 6 records mondiaux de force et de fitness. Il établit aussi un autre record non officiel.
le plus de protestations sur les toits de prison par un détenu britannique. Pour l'heure, nous sommes toujours dans les années 70, loin de la célébrité ou de l'infamie. En prison à Londres, il tenta d'empoisonner un co-détenu, ce qui semble avoir été la goutte d'eau. Transféré d'une prison à un hôpital psychiatrique, devinez qui il a rencontré? Les jumeaux Kray, parmi les gangsters britanniques les plus cruels. Il disait en parlant d'eux, les deux meilleurs gars que j'ai rencontrés. Toutefois, leur amitié fut de courte durée, il retourna en prison. Ce qui se déroula ensuite fut en solitaire, avec des tentatives d'évasion et des agressions sur des détenus aboutissant à une peine de prison à vie. Après de multiples cicatrices et attaques, il fut finalement interné sous la loi sur la santé mentale lorsque les autorités en eurent assez. Il n'était plus seulement un criminel, mais aussi mentalement malade. En 1978, il était de nouveau dans un autre institut spécialisé, mais il n'appréciait pas d'être contraint à la médication, ni d'être entouré par certains des individus les plus troublés de Grande-Bretagne, des hommes qui ne quitteraient jamais l'institut en raison de leurs actes inavouables. Oui, il n'aimait pas certains de ces hommes terribles, et une fois il se fallut de peu qu'il ne tue un autre patient ou prisonnier qui avait ôté la vie à un enfant innocent. Dans ces mots, il décrivit que les gens autour de lui dans l'établissement se jetaient contre les murs, utilisant leur tête comme des béliers. « Je les ai vus s'évanouir en faisant cela !» Un individu essayait de se mordre lui-même, attaquant ses bras, jambes et pieds. Il essaya de tuer un autre prisonnier, puis en 1982, alors qu'il était toujours dans le tristement célèbre Broadmoor, il mena une manifestation sur le toit qui dura 3 jours et coûta environ 300 000 $ de dommages. Maintenant, vous comprenez pourquoi ce gaz était connu comme un prisonnier difficile à gérer. Il n'en restait pas là. Il commençait à peine. Il organisa 2 autres manifestations sur les toits et fit une grève de la faim, trouvant néanmoins du réconfort dans l'écriture de poésie, le dessin et la création de bandes dessinées. Il remporta même des prix pour son travail. Cela n'empêcha pas sa violence, juste temporairement calmée. Malgré son séjour en établissement psychiatrique, les psychiatres ne purent jamais le diagnostiquer correctement. Il dit une fois « Les asiles sont des lieux fous avec des règles folles. Si vous n'êtes pas fou en arrivant, vous le serez en partant. » Il fut encore transféré de l'institution à la prison pour avoir poignardé et frappé des détenus. Il y eut plus de manifestations sur les toits, plus d'isolement, de passages à tabac par les gardiens et plus de médicaments. Il étrangla même une fois un directeur de prison. Il ne put quitter l'isolement avant d'avoir purgé sa peine. Sorti de prison en 1987, il se tourna rapidement vers le crime, malgré une première infraction plutôt comique. Il modifia un pistolet à eau, puis contraignit un homme à le conduire à Luton, son lieu favori, sous sa menace. Il commença la boxe à main nue là-bas et fut surnommé Charles Bronson. Il changea légalement son nom pour cela. Était-ce le début d'une vie dehors? Pas une chance. Il était écrit qu'il se battrait contre n'importe qui et défia même le roi de la boxe à mains nues, Lenny McLean. Il semble que Lenny ait évité Bronson, ou du moins accepta de se battre trop tard, car Bronson était déjà retourné en prison. Dans un autre combat, il fut défié d'affronter un grand Rottweiler. Il le tua et dit plus tard dans sa vie qu'il regrettait vraiment cela. Mais si cela représentait de l'argent, sorti de prison depuis quelques mois, il fut de nouveau emprisonné pour vol à main armée. Il se battit à nouveau, attaquant des prisonniers et des gardiens, subit davantage d'isolement, fut souvent déplacé et tenta parfois de provoquer des émeutes sans entrer dans les détails. En 1989, il fut attaqué et poignardé plusieurs fois dans le dos, mais se rétablit. Il ne parla pas à la police de ses agresseurs. En 1992, il sortit pour un total de 53 jours. Il fut emprisonné, libéré, puis réarrêté pour possession d'une arme et complot de vol. C'est fou ici, parce que pendant sa détention provisoire, il prit une bibliothécaire en otage. Dans ses négociations avec la police, il demandait 3 choses, une poupée gonflable, un hélicoptère et une tasse de thé. Oui, vous avez bien entendu. Il écopa de 8 ans, bien qu'il ait affirmé que le pistolet était destiné à son suicide. Il avait déjà envisagé de mettre fin à ses jours auparavant. C'était dur, transféré de prison en prison, souvent laissé nu dans l'isolement sombre pendant plusieurs jours. Il fut placé dans ce qu'on appelle la cage d'Hannibal, le pire endroit des prisons britanniques, conçu pour un détenu qui avait tué et aurait, selon les rumeurs, mangé le cerveau d'une personne à la cuillère. Malgré une agression envers un gouverneur, il s'améliora grandement suite à ses interactions avec des enfants handicapés. Il poursuivit aussi ses croquis de dessins animés. C'était la fin des moments calmes. Ils ne durèrent pas longtemps. Il subit plus d'isolement et de transfert et prit 2 pirates de l'air irakiens en prison, comme otage dans sa cellule. On dit qu'il devint fou après avoir perdu son père. On raconte aussi qu'il dit aux gardes que s'il s'approchait, il arracherait la tête de ses otages. Il exigea de ses otages qu'ils lui chatouillant les pieds, qu'ils lui chantent des chansons. Il le connaissait sous le nom du général. Il réclama un avion,
des armes, des munitions et un sandwich au fromage et cornichons. Il semble qu'il ait ensuite sollicité de la glace. Au final, il libéra les otages et 7 autres années furent ajoutées à sa peine. Malgré une excellente santé physique, le temps passé dans l'obscurité et en isolement aurait nui à ses yeux et compétences sociales, et des avocats intervinrent. C'est dommage, il prit l'un d'eux en otage. Il le libéra cependant rapidement, mais après qu'un travailleur civil critiqua ses desseins, il le prit également en otage, puis commença à casser des parties de la prison. Quoi d'autre? Après le millénaire, il se remaria, devint musulman, changea de nom et prit un autre otage, écrit un livre, dessina beaucoup, puis changea son nom pour Charles Arthur Charlie Salvador, par respect pour son artiste préféré. Le film sortit et devint populaire. Jusqu'alors, peu de gens le connaissaient. Des milliers de personnes dans le monde soutiennent qu'en dépit d'être un mauvais garçon, sa détention fut trop longue. Mais il continua à faire des erreurs. Il attaque un autre gouverneur en 2014. La même année, ses œuvres d'art furent mises aux enchères, et ses 200 pièces, souvent des natures sombres, rapportèrent environ 30 000 livres. Bronson en donna une grande partie à l'Association pour les tumeurs cérébrales et au Kitsch Hospice à Luton. Bronson annonça que son ancien lui était mort pour renaître en tant qu'artiste Salvador. Il créa aussi d'autres œuvres, donnant à diverses associations caritatives et une fois aux sans-abri d'Oxford. Il se maria également à une actrice en 2017 et elle espère le voir sortir bientôt. Au total, sur les plus de 44 ans qu'il a purgés, 36 d'entre eux furent en isolement, parfois sans lumière. En 2018, on disait qu'il était en prison ouverte. Mais son cas serait réexaminé dans 2 ans et il pourrait sortir. Cela pourrait cependant ne pas se produire, car il fut condamné à perpétuité pour l'un de ses enlèvements. Il avait retenu un enseignant pendant 2 jours, en 1999. Les médias britanniques rapportent qu'il se serait apparemment enduit de beurre, à l'âge de 65 ans, et aurait défié les gardiens à un combat. Nous conclurons avec une de ses déclarations. « Je suis un gars sympa, mais parfois je perds tous mes sens et je deviens méchant. Cela ne me rend pas maléfique, juste confus. » La question que nous voulons vous poser est: pensez-vous que les autorités ont bien agi dans ce cas? Faites-le nous savoir dans les commentaires! N'oubliez pas aussi de voir notre autre programme, les évasions de prison les plus folles. Merci de regarder, n'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner. À la prochaine fois!